Pour parler franc, là, entre nous, je finis encore plus mal que j'ai commencé. Oh, j'ai pas très bien commencé, je suis né, je le répète, à Courbevoie, Seine. À la clinique où je fonctionne, on m'a déjà fait 1000 réflexions désagréables pour les histoires que je raconte. Mon cousin, Gustin Sabaillot, à cet égard, il est formel. Je devrais bien changer mon genre. Il est médecin, lui aussi. C'est un métier pénible, le nôtre, la consultation. Presque tous les gens posent des questions lassantes. Ça sert à rien qu'on se dépêche, faut leur répéter 20 fois tous les détails de l'ordonnance. Ils ont plaisir à faire causer, à ce qu'on s'épuise. Ils en font rien des beaux conseils, rien du tout. Mais ils ont peur qu'on se donne pas de mal. Pour être plus sûrs ainsi, c'est des ventouses, des radios, des prises, qu'on les tripote d'autant en bas, qu'on mesure tout, l'artériel et puis la connerie. Les miens, mes pilons, j'y pense. Je vais les envoyer un beau matin à la Villette boire du sang chaud. Ça les fatiguera dès l'aurore. Je sais pas bien ce que je pourrais faire pour les dégoûter. Gustin, lui, ça fait 30 ans qu'il pratique. Oh, sans lui faire de tort, je peux bien répéter quand même qu'il s'arrache pas les cheveux à propos des diagnostics. C'est sur les nuages qu'il s'oriente. En sortant de chez lui, il regarde d'abord tout en haut. Ferdinand, aujourd'hui ce sera sûrement des rhumatismes. 100 sous. Il lit tout ça dans le ciel. Il se trompe jamais de beaucoup puisqu'il connaît à fond la température et les tempéraments d'hiver. Voilà, coup de canicule après les fraîcheurs. Retiens, c'est du calomel, tu peux le dire déjà. La jaunisse est au fond de l'air. Oh, le vent a tourné, nord sur l'ouest, froid sur averse. C'est de la bronchite pendant 15 jours. C'est même pas la peine qu'il se dépiote, si c'est moi qui commandais, je ferai des ordonnances dans mon lit. Au fond, Ferdinand, dès qu'ils viennent, c'est des bavardages. Je les soignerai, moi, tiens, sans les voir, les pilons, ici même. Ils en étoufferont ni plus ni moins, ils vomiront pas davantage, ils seront pas moins jaunes, ni moins rouges, ni moins pâles, ni moins cons, c'est la vie. Pour avoir raison, Gustin a vraiment raison. Tu les crois malades? Ça gémit, ça rote, ça titube, ça pustule. Tu veux vider ta salle d'attente instantanément, même de ceux qui s'en étranglent à se ramoner les glavios? Propose un coup de cinéma, un apéro gratuit en face, tu vas voir combien qu'il t'en reste. S'ils viennent te relancer, c'est d'abord parce qu'ils s'emmerdent. T'en vois pas un la veille des fêtes. Aux malheureux, tiens mon avis, c'est l'occupation qui manque, c'est pas la santé. Ce qu'ils veulent, c'est que tu les distraies, les émoustilles, les intrigues avec leur envoi, leur gaz, leur craquement. Que tu leur découvres des rapports, des fièvres, des gargouillages, des inédits, que tu t'étendes, que tu te passionnes. C'est pour ça que t'as des diplômes. Ah, s'amuser avec sa morteau pendant qu'il la fabrique, ça, c'est tout l'homme, Ferdinand. Et ils la garderont, leur chaux de pisse, leur vérole, tous leurs tubercules, ils en ont besoin. Et leur vessie bien baveuse, leur rectum en feu, tout ça n'a pas d'importance. Mais si tu te donnes assez de balles, si tu sais les passionner, ils t'attendront pour mourir. C'est ta récompense. Ils te relanceront jusqu'au bout. Quand la pluie revient un coup entre les cheminées de l'usine électrique... Ah, Ferdinand, voilà les sciatiques. S'il n'en vient pas 10 aujourd'hui, je rends mon paplard au doyen. Mais quand la suie rabat vers nous de l'est, quel versant le plus sec par-dessus les fourbitronelles, il s'écrase une suie sur le nez. Oh, je vais tranquille, tu m'entends, si cette nuit même les pleurétiques crachent pas leurs cailloux. Merde à Dieu, je suis encore réveillé 20 fois. Des soirs, il simplifie tout. Il monte sur l'escabeau devant la colossale armoire aux échantillons. C'est la distribution directe, gratuite et pas solennelle de la pharmacie. Oh, vous avez des palpitations, vous, l'haricot vert, qui demande à la miteuse. J'en ai pas. Hein? Vous avez pas des aigreurs et des pertes? Si, un petit peu. Alors, tenez, prenez de ça où je pense, dans 2 litres d'eau, ça vous fera un bien énorme. Et vous, là, les jointures, elles vous font mal? Non? Hein, vous avez pas des hémorroïdes? Non plus? Et
à la selle. On y va? Ah. Voilà, des suppositoires pépettes. Il propose tous ces rayons. Il y en a pour tous les dérèglements, toutes les diathèses et les manies. Et Madame Ferdinand, c'est horriblement cupide. Du moment qu'il peut jeter une saloperie dans le cornet, il n'en demande pas davantage. Il est content de se trisser. Il a grand peur qu'on la rappelle. Au coup du cadeau, je l'ai vu, moi, Augustin, rétrécir à 10 minutes des consultations qu'auraient duré au moins 2 heures, conduites avec des précautions. Mais je n'ai plus rien à apprendre sur la manière d'abréger. J'ai mon petit système à moi. Un pachon. Oui, le pachon, un tensiomètre. Pour liquider les ennuyeux, pas mieux. Vous les faites asseoir, vous leur prenez leur tension. Comme ils bouffent trop, boivent trop, fument trop, c'est rare qu'ils se tapent pas leur petit 22-23 maxima. La vie pour eux, c'est un pneu. Que de leur maxima qu'ils ont peur, l'éclatement, la mort. 25. Là, ils s'arrêtent d'être loustiques, sceptiques. Vous leur annoncez leur 23, vous ne les revoyez plus. Ce regard qu'ils vous jettent en partant, la haine, le sadique assassin que vous êtes. Au revoir. Oh, les malades ne manquent pas. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent ou qui veulent payer. La médecine, c'est ingrat. Quand on se fait honorer par les riches, on a l'air d'un larbin. Par les pauvres, on a tout du voleur. Des honoraires. En voilà un mot. Ils n'en ont déjà pas assez pour bouffer et aller au théâtre, les malades. Faut-il encore leur en prendre du pognon pour faire des honoraires avec? Surtout dans le moment juste où ils tombent de l'œil. C'est pas commode. On laisse aller, on devient gentil et on coule. C'est le culot qui manque, au fond, pour exercer la médecine sérieusement. Je ne sais pas faire ma putain. Et puis, ils ont l'air si misérables, si puants, la plupart de mes clients. Si torves aussi, que je me demande toujours où ils vont les prendre, les 20 francs qu'il faut me donner. Et s'ils vont pas me tuer, en revanche. J'en ai tout de même bien besoin, moi, des 20 francs. Quelle honte. J'aurais jamais fini d'en rougir. Honoraire, qu'ils continuent à intituler ça des confrères, pas des goûters. On explique tout, je le sais bien. Mais n'empêche que celui qui a reçu les 100 sous du pauvre et du méchant est pour toujours un bon dégueulasse. C'est même depuis ce temps-là que je suis certain d'être aussi dégueulasse que n'importe quel autre. Cette cliente-là, je la connaissais bien. Avec son bassin large, ses belles cuisses longues et veloutées, sont quelque chose de tendrement volontaire et de précisément gracieux dans les mouvements qui complètent les femmes bien balancées sexuellement. Elle était venue me consulter à plusieurs reprises depuis que son mal de ventre la tenait. À 25 ans, à son 3e avortement, elle souffrait de complications et sa famille appelait ça de l'anémie. Fallait voir comme elle était solide et bâtie, avec du goût pour les coïts comme peu de femelles en ont. Discrète dans la vie, raisonnable d'allure et d'expression, rien d'hystérique. Mais bien douée, bien nourrie, bien équilibrée, une vraie championne en son genre, voilà tout, une belle athlète pour le plaisir. Pas de mal à ça. Rien que des hommes mariés, elle fréquentait, et seulement des connaisseurs. Des hommes qui savent reconnaître et apprécier les belles réussites naturelles, et qui ne prennent pas une petite vicieuse quelconque pour une bonne affaire. Non, sa peau mate, son gentil sourire, sa démarche, et l'ampleur noblement mobile de ses hanches lui valaient des enthousiasmes profonds, mérités, de la part de certains chefs de bureau qui connaissaient leur sujet.
Seulement, bien sûr, ils ne pouvaient tout de même pas divorcer pour ça, les chefs de bureau. Au contraire, c'était une raison pour demeurer heureux en ménage. Alors, chaque fois, au 3e mois qu'elle était enceinte, ça ne manquait pas, elle allait trouver la sage-femme. Quand on a du tempérament et qu'on n'a pas un cocu sous la main, on ne rigole pas tous les jours. Sa mère m'entr'ouvrit la porte du palier avec des précautions d'assassinat. Elle chuchotait, la mère, mais si fortement, si intensément, que c'était pire que des imprécations. « Oh, qu'ai-je pu faire au ciel, docteur, pour avoir une fille pareille? Oh, vous n'en direz du moins rien à personne dans notre quartier, docteur, je compte sur vous. » Et non, finissez pas d'agiter ses frayeurs et de se gargariser avec ce que pourraient en penser les voisins et les voisines, en transe de bêtises inquiètes qu'elle était. Ça dure longtemps, ces états-là. Elle me laissait m'habituer à la pénombre du couloir, à l'odeur des poireaux pour la soupe, au papier des murs, à sa voix d'étranglée. Enfin, de bafouillage en exclamations, nous parvînmes auprès du lit de la fille. Prostrée, la malade, à la dérive. Je voulus l'examiner, mais elle perdait tellement de sang. C'était une telle bouillie qu'on ne pouvait rien voir de son vagin, des caillots. Ça faisait glou-glou entre ses jambes, comme dans le cou coupé du colonel à la guerre. Je remis le gros coton et remontai sa couverture simplement. La mère ne regardait rien, n'entendait qu'elle-même. « J'en mourrais, docteur, j'en mourrais de honte. » Je n'essayais point de la dissuader. Dans la petite salle à manger d'à côté, j'apercevais le père qui allait de long en large. Lui ne devait pas encore avoir son attitude prête pour la circonstance. Peut-être attendait-il que les événements se précisassent avant de se choisir un maintien. Il demeurait dans des sortes de limbes. Les êtres vont d'une comédie vers une autre. Entre-temps, la pièce n'est pas montée, ils n'en discernent pas encore les contours, leur rôle propice. Alors ils restent là, les bras ballants devant l'événement, les instincts repliés comme un parapluie, branle au champ d'incohérence, réduits à eux-mêmes, c'est-à-dire à rien. Vache sans train. Mais la mère, elle le tenait, le rôle capital entre la fille et moi. Le théâtre pouvait crouler, elle s'en foutait, elle s'y trouvait bien et bonne et belle. Je ne pouvais décidément compter que sur moi-même pour rompre ce merdeux charme. Je hasardais un conseil de transport immédiat dans un hôpital pour qu'on l'opère en vitesse. Malheur de moi. Du coup, je lui fournis sa plus belle réplique, celle qu'elle attendait. Quelle honte, l'hôpital, quelle honte à nous, docteur, il ne manquait plus que cela, c'est un comble. Je n'avais plus rien à dire. Je m'assis donc, et l'écoutais la mère se débattre encore plus tumultueusement, empêtrée dans des sornettes tragiques. Trop d'humiliation, trop de gêne portent à l'inertie définitive. Le monde est trop lourd pour vous. Tant pis. Pendant qu'elle invoquait, provoquait le ciel et l'enfer tonitrueux de malheur, je baissais le nez. Et baissant, déconfit, je voyais se former sous le lit de la fille une petite flaque de sang. Une mince rigole en sentait lentement le long du mur vers la porte. Une goutte du sommier chutait régulièrement. Les serviettes entre ses jambes regorgeaient de rouge. Je demandais tout de même si le placenta était expulsé déjà tout entier. À ma question, c'est la mère encore qu'a répondu par un flot de jérémiades dégoûtantes, mais réagir, c'était après tout beaucoup trop pour moi. J'étais si obsédé moi-même depuis si longtemps par la déveine, je dormais si mal, que je n'avais plus du tout d'intérêt dans cette dérive à ce que ceci arrive plutôt que cela. Je
pensais seulement qu'on était mieux à écouter cette mère toute gueulante, assis que debout. Pas grand-chose suffit à vous faire plaisir quand on est devenu bien résigné. Et puis quelle force ne m'aurait-il pas fallu pour interrompre cette farouche au moment juste où elle ne savait plus comment sauver l'honneur de la famille. Quel rôle! Et qu'elle le hurlait encore. Après chaque avortement, j'en avais l'expérience. Elle se déployait de la même façon, entraînée, bien entendu, à faire de mieux en mieux à chaque fois. Cela durerait ce qu'elle voudrait. Aujourd'hui, elle me semblait prête à décupler ses effets. Mais elle aussi avait dû être une belle créature, la mère, bien pulpeuse en son temps. Mais plus verbale, toutefois, gaspilleuse d'énergie, plus démonstrative que la fille, dont l'intimité concentrée avait été par la nature vraiment admirablement réussie. Ces choses n'ont pas encore été étudiées merveilleusement comme elles le méritent. La mère devinait cette supériorité animale de sa fille sur elle et jalouse, réprouvait tout d'instinct dans sa manière de se faire baiser à des profondeurs inoubliables et de jouir comme un continent. Le côté théâtral du désastre, en tout cas, l'enthousiasmait. Elle accaparait de ses trémolos douloureux notre petit monde rétréci où nous étions en train de merdouiller en cœur par sa faute. On ne pouvait songer à l'éloigner non plus. Je l'aurais cependant bien dû tenter, faire quelque chose. C'était mon devoir, comme on dit. Mais j'étais trop bien assis et trop mal debout. Je n'avertis point non plus la mère à propos de la mort de sang que je voyais se former sous le lit, ni des gouttes qui chutaient toujours ponctuellement. La mère aurait crié encore plus fort, elle ne m'aurait pas écouté davantage. Elle ne finirait jamais de se plaindre et de s'indigner. Elle était vouée. Si je lui donnais un lavement, docteur, qu'en pensez-vous? Je ne répondis ni par oui ni par non. Mais je conseillais une fois de plus, puisque j'avais la parole, l'envoi immédiat dans un hôpital. D'autres glapissements encore plus aigus, plus stridents, plus déterminés en réponse. Rien à faire. Je me dirigeais lentement vers la porte, en douceur. Les mains de la fille, pâles et bleuâtres au bout, pendaient de chaque côté du nid. Je revins pour sentir son pouls, plus menu, plus furtif que tout à l'heure. J'entendais bien, moi, toujours le sang tomber sur le parquet comme un petit coup d'une montre de plus en plus lente, de plus en plus faible. Rien à faire. La mère me précédait vers la porte. « Surtout, docteur, promettez-moi que vous n'en direz rien à personne. Vous me le jurez. » Je promettais tout ce qu'on voulait. Je tendis la main. Ce fut 20 francs. La mère referma la porte derrière moi, peu à peu. En bas, la tante à Bébert m'attendait avec sa tête de circonstance. « Ça ne va pas, alors ?» Je compris qu'elle m'avait attendu là en bas pendant une demi-heure déjà pour toucher sa commission d'usage. 2 francs, que je n'échappe pas. Et chez les Enrouilles, alors, ça a marché? J'espérais toucher un pourboire pour ceux-là aussi. Ils m'ont pas payé. Et c'était exact. Son sourire préparé tourna en mou à la tante. Elle me suspectait. « C'est pas malheureux, tout de même, docteur, de ne pas savoir se faire payer ?»
Comment voulez-vous que les gens vous respectent? On paie content au jour d'aujourd'hui ou jamais. C'était exact aussi. Je filais. J'avais mis mes haricots à cuire avant de partir. De temps en temps, j'achetais des œufs par-ci par-là. Mais mon régime essentiel, c'était en somme les légumes secs. Ils mettent longtemps à cuire. Je passais des heures à surveiller leur ébullition dans ma cuisine après ma consultation. Et comme je demeurais au premier, j'avais de cet endroit un beau panorama d'arrière-cour. Les arrière-cours, c'est les oubliettes des maisons en série. J'ai eu bien du temps à moi pour la regarder, la mienne d'arrière-cour. Et surtout pour l'entendre. Centivrognes, mâles et femelles, peuplent ces briques et farcissent l'écho de leurs querelles vantardes, de leurs jurons incertains et débordants. Après les déjeuners du samedi surtout. C'est le moment intense dans la vie des familles. Avec la gueule, on se défie et des verres plein de nez. Papa manie la chaise, faut voir, comme une cognée, et maman le tison comme un sabre. Garrot faible alors. C'est le petit qui prend. Les torgnoles aplatissent au mur tout ce qui peut pas se défendre, enfant, chien ou chat. Dès le troisième verre de vin, le noir, le plus mauvais, c'est le chien qui commence à souffrir. On lui écrase la patte d'un grand coup de talon. Ça lui apprendra à avoir faim en même temps que les hommes. On rigole bien à le voir disparaître en piaulant sous le lit comme un éventré. C'est le signal. Rien ne stimule les femmes éméchées comme la douleur des bêtes. On n'a pas toujours des taureaux sous la main. Les enfants dans l'horreur glapissent. Ils découvrent tout ce qu'il y a dans papa et maman. Ils attirent sur eux la foudre en gueulant. Je passais bien des jours à attendre qu'il arrive ce qui arrivait de temps à autre au bout des séances ménagères. C'est au troisième, devant ma fenêtre, que ça se passait, dans la maison de l'autre côté. Je ne pouvais rien voir, mais j'entendais bien. Il y a un bout à tout. Ce n'est pas toujours la mort. C'est souvent quelque chose d'autre et d'assez pire, surtout avec les enfants. Quand ils étaient seuls, le père et la mère, les jours où ça arrivait, ils se disputaient d'abord longtemps, et puis survenait un long silence. Ça se préparait. On en avait après la petite fille d'abord, on la faisait venir. Elle le savait. Elle pleurnichait tout de suite, elle savait ce qu'il attendait. D'après sa voix, elle devait avoir dans les 10 ans. J'ai fini par comprendre, après bien des fois, ce qu'ils lui faisaient tous les deux. Il l'attachait d'abord. C'était long à l'attacher, comme pour une opération, ça les excitait. Petite charogne, va, qu'il jurait, lui. Ah, la petite salope qu'elle faisait, la mère. On va te dresser, salope. Qu'ils reprenaient tous les deux, et puis des choses et des choses qu'il lui reprochait. Des choses qu'il devait imaginer. Il devait l'attacher après les montants du lit. Pendant ce temps-là, l'enfant se plaignotait comme une souris prise au piège. T'auras beau faire, petite vache, t'y couperas pas, va, t'y couperas pas. Qu'elle reprenait, la mère, puis avec toute une bordée d'insultes, comme pour un cheval tout excité. Tais-toi, maman, tais-toi. Bats-moi, maman,
Bah moi, mais tais-toi, maman, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Quand ils l'avaient tellement battue qu'elle ne pouvait plus hurler leur fille, elle couinait encore un petit peu quand même, chaque fois qu'elle respirait d'un petit coup. J'entendais l'homme alors, à ce moment-là, qui disait « Viens, toi, grande, vite, viens par là !» C'est à la mère qu'il parlait comme ça. Et puis la porte d'à côté claquait derrière eux. Un jour, c'est elle qui lui a dit « Je l'ai entendu. »« Oh, je t'aime, Julien, tellement que je te boufferais ta merde, même si tu faisais des étrons grands comme ça. » C'est ainsi qu'ils font l'amour, que m'a expliqué leur concierge. Dans la cuisine, ça se passe contre l'évier. Autrement, ils n'y arrivent pas. Ce n'est que peu à peu que j'ai appris toutes ces choses-là sur eux. Lui, le père, il était premier vendeur au magasin Chaussures pour pieds sensibles. Quand je les rencontrais tous les trois dans la rue, il n'y avait rien à remarquer. Ils se promenaient comme une vraie famille. Mes bons parents, eux, firent de bien tristes affaires pendant l'hiver 92. Ça nous remet loin. C'était un magasin de mode, fleurs et plumes. Il y avait en tout comme modèle que 3 chapeaux dans une seule vitrine. On me l'a souvent raconté. La Seine a gelé cette année-là. Je suis né en mai. C'est moi le printemps. Mon père, il n'était pas commode. Une fois sorti de son bureau, il mettait plus que des casquettes. Des maritimes. Ça avait été toujours son rêve d'être capitaine au long cours. Ça le rendait bien aigri comme rêve. C'était un gros blond, mon père, furieux pour des riens, avec un nez tout rond comme un bébé au-dessus de moustaches énormes. Il roulait des yeux féroces quand la colère lui montait. Il se souvenait que des contrariétés. Il y en avait eu des centaines. En fait d'aller dans la marine, il avait tiré au sort 7 ans dans l'artillerie. Il aurait voulu être fort, confortable, respecté. À la coccinelle incendie, il le traitait comme de la panne. L'amour-propre le torturait. Et puis la monotonie. Il n'avait pour lui qu'un bachot, ses moustaches et ses scrupules. Avec ma naissance en plus, on s'enfonçait dans la mistoufle. Après la faillite dans les modes à Courbevoie, il a fallu qu'ils travaillent double, mes parents, qu'ils en mettent un fameux coup. Elle comme vendeuse chez grand-mère. Passage des Bérésinas. Lui, toutes les heures qu'il pouvait en plus à la coccinelle. Faut avouer que le passage, c'était pas croyable comme croupissure. C'était fait pour qu'on crève. Lentement, mais à coup sûr. Entre l'urine des kleps, la crotte, le glavio, le gaz qui fuit, c'était plus infect qu'un dedans de prison. Sous le vitrail en bas, le soleil arrivait si moche qu'on l'éclipsait avec une bougie. Grand-mère Caroline, elle se rendait bien compte que j'avais besoin de m'amuser. Que c'était pas sain de rester dans la boutique. D'entendre mon père, l'énergumène, beugler ses sottises, ça lui donnait mal au cœur. Elle s'est acheté un petit chien pour que je puisse me distraire un peu en attendant les clients. J'ai voulu lui faire comme mon père. Je lui foutais des vaches coups de pompe quand on était seul. Il partait à me gémir sous un meuble. Il se couchait pour demander pardon. Il faisait comme moi, exactement. Ça me donnait pas de plaisir de le battre. L'embrasser, je préférais ça encore. Je finissais par le ploter. Alors il bondait. Il venait avec nous partout, même au cinéma. Au Robert Houdin, en matinée du jeudi,
Grand-mère me payait ça aussi. On restait 3 séances de suite. C'était le même prix, 1 franc toutes les places. Du silencieux 100%. Sans phrase, sans musique, sans lettres. Juste le ronron du moulin. On y reviendra. On se fatigue de tout, sauf de dormir et de rêvasser. Ça reviendra, le voyage dans la lune. Je le connais encore par cœur. T'as aimé ça? Qu'elle me demandait, Caroline. Je répondais rien. J'aime pas les questions intimes. Mon père, en prévision que je serais sans doute voleur, il mugissait comme un trombone. J'avais vidé le sucrier un après-midi avec Tom. Jamais on l'a oublié. Comme défaut, en plus, j'avais toujours l'arrière sale. Je m'essuyais pas. J'avais l'excuse, on était toujours trop pressés, je me torchais toujours aussi mal, j'avais toujours une gifle en retard que je me dépêchais d'éviter. Je gardais la porte des chiottes ouverte pour entendre venir. Je faisais caca comme un oiseau entre 2 orages. Je bondissais à l'autre étage, on me retrouvait pas. Je gardais la crotte au cul des semaines. Je me rendais compte de l'odeur. Je m'écartais un peu des gens. Il est sale comme 36 cochons, il n'a aucun respect de lui-même, il ne gagnera jamais sa vie, tous ses patrons le renverront. Il me voyait l'avenir à la merde. Il pue, il retombera à notre charge. Papa voyait lourd, voyait loin. Il renforçait ça en latin. Sana corpore sano. Ma mère savait pas quoi répondre. Au terme de janvier, grand-mère Caroline se tapait Asnières pour toucher l'argent de ses loyers. Elle avait là 2 pavillons, briques et torchis, en location ouvrière. C'était son rapport, son bien, son économie. On s'est mis tous les deux en route. Pour toucher le terme, c'était un drame. Et la révolte des locataires. D'abord, ils nous faisaient des misères. Et puis on ne touchait pas entier, jamais. Ils se défendaient traîtreusement, toujours, leur pompe était cassée. C'était des palabres infinis. À propos de tout, ils gueulaient, bien avant grand-mère leur cause. Leur gog, il fonctionnait plus. Ils s'en plaignaient énormément par toutes les fenêtres de la cambuse. Ils exigeaient qu'on leur débouche et séance tenante. Ils hurlaient pour pas qu'on leur parle de leur quittance. Ils voulaient même pas les regarder. Leur tinette, strictement bouchée, elle débordait jusqu'à la rue. L'hiver, bloqué par les glaces, au moindre effort de pression, elle craque avec le morceau. Chaque fois, c'était 80 francs. Ils abîmaient tous les charognes. C'était leur revanche locative. Et puis de se faire des mômes. Chaque fois, il y en avait des nouveaux. Et des moins en moins revêtus, des tout nus même, couchés au fond d'une armoire. Les plus ivrognes, les plus salopes des locataires, ils nous traitaient comme du pourri. Ils surveillaient tous nos efforts pendant le renflouement. Ils venaient avec nous à la cave quand on partait chercher notre jonc. Celui qui passait dans le siphon. C'était fini la plaisanterie. Grand-mère retroussait haut ses jupes avec des épingles de nourrice. Elle se mettait en camisole. Et puis débutait la manœuvre. Il nous fallait beaucoup d'eau chaude. On la ramenait dans un broc de chez le cordonnier d'en face. Les locataires, à aucun prix, ils auraient voulu en fournir. Alors, à un moment donné, Caroline trifouillait le tréfonds de la tinette. Elle enfonçait résolument. Elle ramonait la marchandise. Le jonc aurait pas suffi. Elle s'y replongeait à 2 bras. Les locataires, ils y venaient tous avec leurs marmailles pour voir si on l'évacuait, leur merde, et puis les papiers, les chiffons, ils faisaient des tampons exprès. Grand-mère était parbutable, c'était une femme qui craignait rien. Les locataires, ils se rendaient compte, une fois qu'elle était parvenue, que ça se remettait à couler. Ils reconnaissaient l'effort, ils voulaient pas demeurer en reste, ils offraient le coup.
Grand-mère trinquait avec eux. Elle était pas rancunière. On souhaitait la bonne année, au bon cœur, à la complaisance. Ça faisait pas appliquer le pognon. C'étaient des gens sans scrupules. En supposant qu'elle les vire. Avant qu'ils libèrent leur case, ils auraient eu le temps des vengeances, ils auraient tout détérioré. Déjà que c'était criblé de trous dans leur cambuse. Quand on visitait les logements, on essayait, nous, de les reboucher, ça servait à rien du tout, ils arrêtaient jamais d'en faire. Mais c'est à la cuvette des chiottes qu'ils en voulaient davantage, elle était fondue tout autour. Grand-mère en pleurait de la regarder. Pareil pour la grille du jardin. Ils l'avaient repliée sur elle-même, on aurait dit du réglisse. À un moment donné, on leur avait mis une vieille concierge bien aimable et tout. Elle n'avait pas duré 8 jours. Elle s'était barrée la bignole, horrifiée. En moins d'une semaine, 2 locataires déjà qui étaient montés pour l'étrangler dans son lit. À propos des paillassons. Grand-mère, elle s'est tant donné de mal. Ça doit pas réussi. C'est de ça même au fond qu'elle est morte. C'est d'être restée en janvier, encore plus tard que d'habitude, à tripoter l'eau froide d'abord, et puis l'eau bouillante, exposée en plein courant d'air, à remettre de l'étoupe dans la pompe, à dégeler les robinets. Question des loyers, il demandait encore un sursis, il fallait qu'on repasse la semaine prochaine. On a repris la route de la gare. En arrivant au guichet, elle a eu un étourdissement, grand-mère Caroline. Elle s'est raccrochée à la rampe. C'était pas dans ses habitudes. Elle a ressenti plein de frissons. On a retraversé la place. On est entré dans un café. En attendant l'heure du train, on a bu un grog à nous deux. Mais en arrivant à Saint-Lazare, elle est allée se coucher tout de suite, directement. Elle n'en pouvait plus. La fièvre l'a saisie. Une très forte comme moi j'avais eu. Mais elle alors, c'était la grippe. Et puis ensuite la pneumonie. Le médecin y venait matin et soir. Elle est devenue si malade que nous autres, on savait plus quoi répondre aux voisins qui nous demandaient. Mais elle a gardé tout son esprit. Et puis l'état s'est encore aggravé. Tom, il se cachait sous les meubles. Il bougeait plus. Il mangeait à peine. Un soir, ma mère est même parvenue pour dîner. Le lendemain matin, il faisait nuit encore quand l'oncle Édouard m'a secoué aux plumes pour que je me rhabille en vitesse. Il m'avait prévenu, c'était pour embrasser grand-mère. Je comprenais pas très bien, j'étais pas très réveillé. On a marché vite. C'est rue du Rocher qu'on allait. Dans la première pièce, il y avait maman, à genoux, en pleurs contre une chaise. Elle gémissait tout doucement. Elle marmonnait de la douleur. Papa, il était resté debout. Il disait plus rien. Il regardait sa montre, il trifouillait sa moustache. Alors j'ai entrevu grand-mère dans son lit, dans la pièce plus loin. Elle soufflait dur, elle raclait, elle suffoquait, elle faisait un raffut infect. Le médecin, juste, il est sorti. Il a serré la main de tout le monde. Alors moi, on m'a fait entrer. Sur le lit, j'ai bien vu comme elle luttait pour respirer, toute jaune et rouge qu'elle était maintenant, sa figure, avec beaucoup de sueur dessus, comme un masque qui serait en train de fondre. Elle m'a regardé bien fixement, mais encore aimablement, grand-mère. On m'avait dit de l'embrasser. Elle m'a fait un geste que non. Elle a souri encore un peu. Elle a voulu me dire quelque chose.
Ça lui râpait le fond de la gorge, ça raclait, ça n'en finissait plus. Tout de même, elle y est arrivée le plus doucement qu'elle a pu. Travaille bien, mon petit Ferdinand. J'avais pas peur d'elle. On se comprenait au fond des choses. Après tout, c'est vrai, en somme, j'ai bien travaillé, ça regarde personne. À ma mère aussi, elle voulait dire quelque chose. Clémence, ma petite fille, fais bien attention. Ne néglige pas. Je t'en prie. Elle étouffait complètement. Elle a fait signe qu'on s'éloigne, qu'on parte dans la pièce plus loin. On a obéi. On l'entendait. Ça remplissait l'appartement. On est resté 1 heure au moins comme ça, contracté. L'oncle Édouard y retourne à la porte. Il aurait bien voulu la voir. Il n'osait pas désobéir. Il poussait seulement le battant. On l'entendait davantage. Il est venu une sorte de hoquet. Ma mère s'est redressée d'un coup, l'a fait « Aouh !» comme si on lui coupait la gorge. Elle est retombée en arrière comme une masse entre le fauteuil et mon oncle, la main si crispée sur sa bouche qu'on pouvait plus la lui ôter. Quand elle est revenue à elle, maman est morte. Qu'elle n'arrêtait pas de hurler. L'oncle, il est resté pour veiller. On est repartis, nous, dans un fiacre. On a fermé notre boutique. On a déroulé tous les stores. On avait comme une sorte de honte. Comme si on était des coupables. On n'osait plus du tout remuer pour mieux garder notre chagrin. Avec maman, on pleurait à même sur la table. On n'avait pas faim, plus envie de rien. On tenait déjà pas beaucoup de place et pourtant, on aurait voulu pouvoir nous rapetisser toujours. Demander pardon à quelqu'un, à tout le monde. On se pardonnait les uns aux autres. On suppliait qu'on s'aimait bien. On avait peur de se perdre pour toujours, comme Caroline. Et l'enterrement est arrivé. L'oncle Édouard tout seul s'est appuyé toutes les courses. Il avait fait toutes les démarches. Il en avait aussi de la peine, mais il ne la montrait pas. Il n'était pas démonstratif. On s'est arrêté rue d'Auville pour chercher nos fleurs. On a pris ce qu'il y avait de mieux. Rien que des roses. C'était ses fleurs préférées. Passé le certificat, il était temps que j'entre dans la vie. L'oncle Édouard, il me trouve enfin une bonne adresse. Il avait été voir le type lui-même, un patron ciseleur. Sûrement, celui-là, il m'emploierait, c'était entendu. Gorloge, il s'appelait. Il demeurait rue Elzévir, un appartement au 5e. Il donnait surtout dans la bague, la broche et le bracelet ouvragé. Et puis les petites réparations, il bricolait tout ce qu'il trouvait. Où il était, notre atelier, comme ça, en plein sous les ardoises, ça donnait une terrible chaleur. Même à la fin du mois de septembre, ils ont encore si crevant qu'on n'arrêtait pas de picoler. Un tantôt, à force, Antoine, il se tenait plus du tout en place. Il hurlait si fort ses chansons qu'on entendait dans toute la cour, jusqu'au fond chez la concierge.
Il s'était remonté de l'absinthe et des quantités de biscuits. On a tous cassé la croûte. La patronne est venue avec nous. Antoine s'est assis contre elle. On rigolait de les voir se ploter. Elle lui cherchait ses jartelles. Il retroussait ses jupons. Elle ricanait comme une bique. Il y avait de quoi aller foutre une pâtée tellement qu'elle était crispante. Il lui a sorti un nichon. Elle restait comme ça, devant, ravie. Il nous a versé tout le fond de sa bouteille. On a fini avec Robert, on a liché le verre. C'était meilleur que du Banyuls. Finalement, tout le monde était sous. C'était la folie d'essence. Alors Antoine, il lui a retroussé toutes ses côtes à la patronne, comme ça, d'un seul coup, au par-dessus tête. Et puis, tel qu'elle emmitouflée, il l'a repoussée dans sa chambre. Elle se marrait toujours, elle tenait le fou rire, elle arrêtait pas de glousser. Ils ont refermé la lourde sur eux. Nous deux, Robert et moi. C'était le moment qu'on grimpe sur le fourneau de la cuistance pour assister au spectacle. C'était bien choisi comme perchoir. On plongeait en plein sur le pas, j'y avais pas l'erreur. Antoine, tout de suite, il a basculé à genoux, la grosse môme. Elle avait comme ça le cul en l'air. Il lui faisait des drôleries. Il trouvait pas son appareil. Il déchirait les volants, il déchirait tout. Et puis il s'est raccroché. Il a sorti son polar. C'était pas du simili. Jamais je l'aurais cru si sauvage. J'en revenais pas, il grognait comme un cochon. Elle poussait des râles aussi, était beaucoup plus aigus à chaque fois qu'il chargeait. Il s'agitait comme des sauvages. Il pouvait sûrement la crever de la manière qu'il s'élançait. Son fatzar, il lui traînait le long des mollets jusque par terre. Sa blouse le gênait encore, il s'était épioté d'un seul coup. Il était à poil à présent. Seulement qu'il gardait ses chaussons, ceux du patron, les minets brodés. Dans sa fougue pour la caresser, il a dérapé du tapis. Il est allé se cogner la tête de travers contre le barreau du lit. Il filmait comme un voleur. Il s'était cassé, il avait des bosses. Il décollait sur mes furieux. Ah, la salope à la garce. Il lui fout un coup de genou en plein dans les côtes. Elle voulait se barrer, elle faisait des manières. Oh, Antoine, j'en peux plus. Je t'en supplie, laisse-moi, mon amour. Fais attention, me fais pas un môme, je suis toute trempée. Elle réclamait. C'était du mou. Ça va, ma charogne, boucle ta gueule, ouvre ton panier. Il n'écoutait pas. Il la quinquait à bout de bite avec 3 grandes baffes dans le buffet. Ça résonnait dur. Tout de même, ça suffisait plus. Il a voulu lui prendre autre chose. Elle se débattait, elle se défendait, c'était la rigolade intense. Elle gueulait plus fort qu'un âne. Il dérapait à toutes les prises, il n'y arrivait plus. Il saute alors du Pajot. Il pique tout droit dans la cuisine. Comme on était nous sur le poêle, il nous voit pas, heureusement, tellement qu'il était passionné. Il passe à côté, il se met à farfouiller dans le placard, comme ça, à poil, en chaussons. Il cherchait le pot de beurre. Il se cognait la bite partout. Il n'arrêtait pas de glaper. On en avait mal, nous autres, tellement qu'il était marron, on en éclatait. Le beurre, nom de Dieu, le beurre. Il l'a trouvé enfin, son pot. Il tape dedans, à la louche. Il en porte pleine. Il recourt vite vers le plumard. Elle faisait des manières encore, elle finissait pas de tortiller. Il lui a beurré le trésor, les abords, le reste, tout, lentement, soigneusement, à fond, comme un ouvrier de la chose. Elle reluisait déjà la tante. Il n'a pas eu de mal, il l'a ravie, à fond, d'autorité. Elle en suffoquait, la garce. Elle faisait un bruit comme une forge.
Je me demandais s'il allait pas la tuer, la finir sur place. Il lui filait une vache trempe en même temps qu'il l'encadrait. Ils en rugissaient en fauve. Elle prenait son pied. Robert, il emmenait plus large. On est descendu de notre tremplin. On est retourné à l'établi. On s'est tenu peinard. On avait voulu du spectacle. On était servis. Il n'y a pas eu de drame ni de cadavre. Ils sont ressortis tout contents. On n'avait qu'à s'habituer. Moi d'abord, la campagne, faut que je le dise tout de suite, j'ai jamais pu la sentir. Je l'ai toujours trouvé triste avec ces bourbiers qui n'en finissent pas, ces maisons où les gens n'y sont jamais, et ce chemin qui ne mène nulle part. Mais quand on y ajoute la guerre en plus, c'est à pas y tenir. Un matin, le colonel cherchait sa monture. Son ordonnance était partie avec, on ne savait où, dans un petit endroit sans doute où les balles passaient moins facilement qu'au milieu de la route. Car c'est là, précisément, qu'on avait fini par se mettre, le colonel et moi, au beau milieu de la route. Moi tenant son registre où il inscrivait des ordres. Tout au loin, sur la chaussée, aussi loin qu'on pouvait voir, il y avait 2 points noirs au milieu, comme nous. Mais c'étaient 2 Allemands, bien occupés à tirer depuis un bon quart d'heure. Lui, notre colonel, savait peut-être pourquoi ces 2 gens-là tiraient. Les Allemands aussi, peut-être qu'ils savaient. Mais moi, vraiment, je ne savais pas. Aussi loin que je cherchais dans ma mémoire, je leur avais rien fait aux Allemands. J'avais toujours été bien aimable et bien poli avec eux. Je les connaissais un peu, les Allemands. J'avais même été à l'école chez eux, étant petit, aux environs de Hanovre. J'avais parlé leur langue. C'était alors une masse de petits crétins gueulards, avec des yeux pâles et furtifs comme ceux des loups. On allait toucher les filles ensemble après l'école dans les bois d'alentour. On buvait de la bière sucrée. Et on tirait aussi à l'arbalète et au pistolet. Mais de là, à venir nous tirer dans le coffret, comme ça, en plein milieu de la route, et sans même venir se parler d'abord, il y avait tout de même de la marge. Et même un abîme. Trop de différence. La guerre, en somme, c'était tout ce qu'on ne comprenait pas. Ça ne pouvait pas continuer. Au-dessus de nos têtes, à 2 millimètres, à 1 millimètre peut-être, des tempes venaient vibrer l'un derrière l'autre, ces longs fils d'acier tentants que tracent les balles qui veulent vous tuer dans l'air chaud d'été. Ces soldats inconnus nous rataient sans cesse, mais tout en nous entourant de 1000 morts, on s'en trouvait comme habillés. Je n'osais plus du tout remuer. Dans une histoire pareille, il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à foutre le camp, que je me disais après tout. Jamais je ne m'étais senti aussi inutile parmi toutes ces balles et les lumières de ce soleil. Une immense, universelle moquerie. Je n'avais que 20 ans d'âge à ce moment-là. Notre colonel, faut dire ce qui est, manifestait une bravoure stupéfiante. Il se promenait de long en large parmi les trajectoires aussi simplement que s'il avait attendu un ami sur le quai de la gare. Un peu impatient seulement. Serais-je donc le seul lâche sur terre, pensais-je. Et avec quel effroi! Perdu parmi 2 millions de fous héroïques et déchaînés, et armés jusqu'aux cheveux, hurlant, sifflant, volant, creusant, se défilant, caracolant dans les sentiers, enfermés sur la terre comme dans un cabanon pour y tout détruire. Allemagne, France, continent, tout ce qui respire, détruire, plus enragés que les chiens, adorant leur rage, ce que les chiens ne font pas. 100 000 fois plus enragés que 1000 chiens et tellement plus vicieux.
Nous étions jolis. Décidément, je le concevais, je m'étais embarqué dans une croisade apocalyptique. On est puceau de l'horreur comme on l'est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter de cette horreur, moi, en quittant la place Clichy? Qui aurait pu prévoir, avant d'entrer vraiment dans la guerre, tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des hommes, cette foutue énorme rage qui pousse la moitié de l'humanité à envoyer l'autre moitié vers l'abattoir? À présent, j'étais pris dans cette fuite en masse vers le meurtre en commun, vers le feu. Ça venait des profondeurs. C'était arrivé. Le colonel ne bronchait toujours pas. Je le regardais sur le talus recevoir des petites lettres du général qui déchirait ensuite menu, les ayant lues sans hâte entre les balles. Dans aucune d'elles, il n'y avait donc l'ordre d'arrêter net cette abomination. On ne lui disait donc pas d'en haut qu'il y avait méprise. Abominable erreur, Maldonne, qu'on s'était trompé, que c'était des manœuvres pour rire qu'on avait voulu faire et pas des assassinats. Mais non. Continuez, colonel. Vous êtes sur la bonne voie. Voilà sans doute ce que lui écrivait le général. Donc pas d'erreur. Ce qu'on faisait à se tirer dessus comme ça, en plein milieu de la route et sans même se voir, n'était pas défendu. Ça faisait même partie des choses qu'on peut faire sans mériter une bonne engueulade. C'était même reconnu. Encouragé sans doute par les gens sérieux, comme le tirage au sort, les fiançailles, la chasse à courre. Rien à dire. Je venais de découvrir d'un coup la guerre tout entière. J'étais dépucelé. Il y a bien des façons d'être condamné à mort. Combien n'aurais-je pas donné à ce moment-là pour être en prison, au lieu d'être ici, moi, crétin? De la prison, on en sort vivant. Pas de la guerre. Comme on change. Enfant, elle me faisait peur, la prison. C'est que je ne connaissais pas encore assez les hommes. Je ne croirais plus jamais à ce qu'ils disent, à ce qu'ils pensent. C'est des hommes et d'eux seulement qu'il faut avoir peur, toujours. Combien de temps faudrait-il qu'ils durent leur délire pour qu'ils s'arrêtent enfin épuisés, ces monstres? Combien de temps un accès comme celui-ci peut-il bien durer? Des mois? Des années? Combien? Peut-être jusqu'à la mort de tout le monde, de tous ces fous jusqu'au dernier. Et puisque les événements prenaient ce tour désespéré, je me décidai à risquer le tout pour le tout, à tenter la dernière démarche, la suprême. Essayer, moi tout seul, d'arrêter la guerre. Au moins dans ce coin-là où j'étais. Le colonel déambula de pas, j'allais lui parler. Jamais je ne l'avais fait. C'était le moment d'oser. Là où nous en étions, il n'y avait presque plus rien à perdre. Le tout, c'est qu'on s'explique dans la vie. J'allais faire cette démarche décisive lorsqu'à l'instant même arriva vers nous, au pas de gymnastique fourbu dégingandé, un cavalier à pied, comme on disait alors, avec son casque renversé à la main, et puis tremblant et bien souillé debout, le visage verdâtre. Il bredouillait, semblait éprouvé comme un mal inouï, ce cavalier à sortir d'un tombeau et qui n'en avait tout mal au cœur.
Il n'aimait donc pas les balles, ce fantôme, lui non plus. Les prévoyait-il comme moi? Qu'est-ce que c'est? Le maréchal des logis Barousse vient d'être tué, mon colonel. Et alors? Il a été tué en allant chasser le fourgon à pas sur la route des étrapes, mon colonel. Mais alors? Il a été éclaté par un obus, mon colonel. Et alors, nom de Dieu? Eh ben voilà, mon colonel. C'est tout? Eh ben oui, c'est tout, mon colonel. Elle peint! Ce fut la fin de ce dialogue. Parce que je me souviens bien qu'il a eu le temps de dire tout juste « Elle peint » et puis ce fut tout. Après cela, rien que du feu. Et puis du bruit avec. Mais alors, un de ces bruits, comme on croirait jamais qu'il en existe. On en a eu tellement plein les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, tout de suite du bruit, que je croyais bien que c'était fini. J'étais devenu du bruit et du feu moi-même. Et puis non. Le feu est parti. Le bruit est resté encore longtemps dans ma tête. Et puis les bras et les jambes qui tremblaient comme si quelqu'un voulait secouer par derrière. Et j'avais l'air de me quitter. Et puis, ils me sont restés quand même, mes membres. Dans la fumée qui piqua les yeux encore pendant longtemps, l'odeur pointue de la poudre et du soufre nous restait comme pour tuer les punaises et les puces de la terre entière. Tout de suite après ça, j'ai pensé au maréchal des logis Barousse qui venait d'éclater comme l'autre nous l'avait appris. C'était une bonne nouvelle. Tant mieux que je me pensais tout de suite ainsi. C'est une bien grande charogne en moins dans le régiment. Il avait voulu me faire passer au conseil pour une boîte de conserve. Chacun sa guerre, que je me dis. De ce côté-là, faut en convenir. De temps en temps, elle avait tout de même l'air de servir à quelque chose, la guerre. J'en connaissais bien encore 3 ou 4 dans le régiment, de sacrées ordures, que j'aurais aidé bien volontiers à trouver un obus comme Barousse. Quant au colonel, lui, je ne lui voulais pas de mal. Lui pourtant aussi, il était mort. Je ne le vis plus tout d'abord. C'est qu'il avait été déporté sur le talus, allongé sur le flanc par l'explosion et projeté jusque dans les bras du cavalier à pied. Le messager, fini lui aussi. Ils s'embrassaient tous les deux pour le moment et pour toujours. Mais le cavalier n'avait plus sa tête. Rien qu'une ouverture au-dessus du cou, avec du sang dedans qui mijotait en glou-glou comme de la confiture dans la marmite. Le colonel avait son ventre ouvert. Il en faisait une sale grimace. Ça avait dû lui faire mal ce coup-là au moment où c'était arrivé. Tant pis pour lui. S'il était parti dès les premières balles, ça ne serait pas arrivé. Des obus éclataient encore à droite et à gauche. J'ai quitté ces lieux sans insister, joliment heureux d'avoir un aussi beau prétexte pour foutre le camp. De temps en temps, je ne savais d'où. Une balle, comme ça, à travers le soleil et l'air, me cherchait, guillerait, entêté à me tuer dans cette solitude. Moi, pourquoi ?
Jamais plus. Même si je vivais encore 100 ans, je ne me promènerais à la campagne. C'était juré. Quand on n'a pas d'imagination, mourir, c'est peu de choses. Quand on en a, mourir, c'est trop. Voilà mon avis. Le colonel, lui, n'avait jamais eu d'imagination. Tout son malheur à cet homme était venu de là. Le nôtre, surtout. Étais-je donc le seul à avoir l'imagination de la mort dans ce régiment? Je préférais la mienne de mort, tardive. Dans 20 ans, 30 ans, peut-être davantage. À celle qu'on me voulait tout de suite à bouffer de la boue des Flandres à pleine bouche, plus que la bouche même fendue jusqu'aux oreilles par un éclat. On a bien le droit d'avoir une opinion sur sa propre mort. Oh, vous êtes donc tout à fait lâche, Ferdinand. Vous êtes répugnant comme un rat. Oui, tout à fait lâche. Parce que je refuse la guerre. Vous souvenez-vous seulement du nom d'un seul de ces soldats tués pendant la guerre de 100 ans? Non, n'est-ce pas? Ils vous sont aussi anonymes, indifférents et plus inconnus que le dernier atome de votre crotte du matin. Voyez donc bien qu'ils sont morts pour rien. Pour absolument rien du tout, ces crétins. Je vous l'affirme, la preuve est faite. Il n'y a que la vie qui compte. Dans 10 000 ans, je vous fais le pari que cette guerre, si remarquable qu'elle soit, sera complètement oubliée. Oui, je refuse la guerre et tout ce qu'il y a dedans. Je ne la déplore pas, moi. Je ne me résigne pas, moi. Je ne pleurniche pas dessus, moi. Je la refuse tout net avec tous les hommes qu'elle contient. Serait-il 995 millions et moi tout seul? C'est eux qui ont tort. Et c'est moi qui ai raison. Parce que je suis le seul à savoir ce que je veux. Je ne veux plus mourir. Pour une surprise, c'est une surprise. Figurez-vous qu'elle est debout, leur ville, absolument droite. New York, c'est une ville debout. Chez nous, n'est-ce pas, elles sont couchées, les villes au bord de la mer ou sur les fleuves. Elles s'allongent sur le paysage. Elles attendent le voyageur. Tandis que celle-là, l'américaine, elle ne se pâmait pas, non. Elle se tenait bien raide, là, pas baisante du tout, raide, à faire peur. Je ne connaissais personne dans cette ville, et surtout pas de femme. Avec bien du mal, j'ai fini par recueillir l'adresse incertaine d'une maison. Un bobinard clandestin dans le quartier nord de la ville. J'allais me promener de ce côté quelques soirs de suite après l'usine en reconnaissance. J'avais repéré le petit pavillon où ça se passait, entouré de jardins. Ce fut le premier endroit d'Amérique où je fus reçu sans brutalité. Aimablement même, pour $5. Avec de belles jeunes femmes, charnues, tendues de santé, de force gracieuse. Et puis celles-ci, au moins, on pouvait les toucher franchement. Je ne pus m'empêcher de devenir un habitué. Toute ma paye y passait.
Il me fallait, le soir venu, les promiscuités érotiques de ces splendides accueillantes pour me refaire une âme. À l'égard d'une des jolies femmes de l'endroit, Molly. J'éprouvais bientôt un exceptionnel sentiment de confiance, qui, chez les êtres apeurés, tient lieu d'amour. Il me souvient comme si c'était hier de ses gentillesses, de ses jambes longues et blondes et magnifiquement déliées et musclées, des jambes nobles. La véritable aristocratie humaine, on a beau dire, ce sont les jambes qui la confèrent, pas d'erreur. Nous devînmes intimes par le corps et par l'esprit. Et nous allions ensemble nous promener en ville quelques heures chaque semaine. Elle possédait d'amples ressources, cette amie, puisqu'elle se faisait dans les $100 par jour en maison, tandis que moi, chez Ford, j'en gagnais à peine 6. L'amour qu'elle exécutait pour vivre ne la fatiguait guère. Les Américains font ça comme des oiseaux. Un soir, comme ça, à propos de rien, elle m'a offert $50. Je l'ai regardé d'abord. J'osais pas. Je pensais à ce que ma mère aurait dit dans un cas semblable. Et puis je me suis réfléchi que ma mère, la pauvre, ne m'en avait jamais offert autant. Alors, pour faire plaisir à Molly, tout de suite j'ai été acheter avec ces $, un beau complet beige pastel, comme c'était la mode au printemps de cette année-là. Cette Molly tout de même. Quelle femme! Quelle généreuse, quelle carnation, quelle plénitude de jeunesse, un festin de désir. Et je redevenais inquiet. Macro, que je me pensais. Elle me conseillait d'ailleurs bien gentiment, Molly, de ne plus aller travailler chez Ford, de me chercher plutôt un petit emploi dans un bureau, comme traducteur par exemple, que c'était mon genre, que les livres ça me plaisait. Elle voulait que je sois heureux. Pour la première fois, un être humain s'intéressait à moi. Du dedans, si j'ose le dire, à mon égoïsme, se mettait à ma place à moi, et pas seulement me jugeait de la sienne comme font tous les autres. Elle essayait bien gentiment, Molly, de me dissuader. Elle m'assurait qu'elle passerait aussi bien là-bas, près d'elle, qu'en Europe, la vie, qu'on ne serait pas malheureux ensemble. Elle avait raison dans un sens. On placerait nos économies, on s'achèterait une maison de commerce, on serait comme tout le monde. J'avais même honte de tant de mal qu'elle se donnait pour me conserver. Je l'aimais bien, sûrement. Mais j'aimais encore mieux mon vice, cette envie de m'enfuir de partout, à la recherche de je ne sais quoi, par un saut orgueil sans doute, par conviction d'une espèce de supériorité. Avec Molly, nous évitions les confidences compliquées. Et puis, elle était fixée. À me cacher la peine que je lui faisais, elle se donnait bien du mal. Mais c'était pas difficile de la voir quand même qu'elle en avait. C'était du profond chagrin le sien. Plus vrai que chez nous autres. Parce que nous autres, n'est-ce pas, on a plutôt l'habitude d'en dire plus qu'il y en a. Chez elle, c'était le contraire. C'était pas de l'orgueil. C'était pas de la jalousie non plus, ni des scènes. C'était rien que de la vraie peine du cœur. Alors je l'embrassais plus souvent, mais je l'embrassais pas bien, comme j'aurais dû, à genoux en vérité. De temps en temps, elle se laissait tout de même entraîner à me faire un petit reproche, mais toujours en termes bien mesurés, bien aimables.
Je la rassurais que je l'aimais bien, que je l'aimerais toujours comme je peux, à ma façon. Ma façon, c'était pas beaucoup. Elle était bien en chair pourtant, Molly, bien tentante. Je vais finir mes études en France et je reviendrai. Elle n'était pas dupe. Le moment du départ arriva. Le train entre en gare. Je ne suis plus très sûr de mon aventure quand je vois la machine. Je l'embrasse, Molly, avec tout ce que j'ai encore de courage dans la carcasse. J'ai de la peine. De la vraie, pour une fois. Pour tout le monde. Pour elle, pour moi, pour tous les hommes. C'est peut-être ça qu'on cherche à travers la vie. Rien que ça. Le plus grand chagrin possible pour devenir soi-même avant de mourir. Des années ont passé depuis ce départ. Et puis des années encore. J'ai écrit souvent à toutes les adresses dont je me souvenais et où l'on pouvait la connaître, la suivre, Molly. Jamais je n'ai reçu de réponse. La maison est fermée à présent. C'est tout ce que j'ai pu savoir. Tout de même, j'ai défendu mon âme jusqu'à maintenant. Et si demain la mort venait me prendre, je ne serais, j'en suis certain, jamais tout à fait aussi froid, vilain, aussi lourd que les autres. Tant de gentillesse et de rêves Molly m'a fait cadeau au cours de ces quelques mois d'Amérique. Molly, je veux, si tu peux encore m'entendre d'un endroit que je ne connais pas, que tu saches bien que je n'ai pas changé pour toi, que je t'aime encore et toujours à ma manière, que tu peux venir ici quand tu voudras, partager mon pain et ma furtive destinée. Si tu n'es plus belle, eh bien tant pis, nous nous arrangerons. J'ai gardé tant de beauté de toi en moi, si vivace, si chaude, que j'en ai bien pour tous les deux, et pour au moins 20 ans encore. Le temps d'en finir.